AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. Et Sud Radio est très fier ce matin de recevoir le premier commandant du GIGN, Christian Proutot, qui est votre invité et que nous recevrons dans quelques minutes. S'engager pour le GIGN, c'est votre thématique du jour, Muriel. Oui, un acronyme mythique qui s'inscrit dans une chronologie marquante. 1972, Munich. Pendant les Jeux Olympiques, 11 athlètes israéliens sont pris en otage par Septembre Noir, un commando palestinien. Tous vont perdre la vie lors de la tentative de sauvetage. Cet échec met en lumière les lacunes des forces de l'ordre et provoque une prise de conscience mondiale sur l'urgence d'une réponse spécialisée au terrorisme. Très vite, quelques mois plus tard, la France décide de créer le GIGN, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale. 1994, dans un contexte de tension internationale, les Français sont témoins en direct à Noël, le 24 et le 25 décembre, sur leur écran de télévision, de la libération sur le tarmac de l'aéroport de Marseille des 173 otages détenus par le groupe islamique armé à bord d'un avion d'Air France. Le succès de cette action, complexe, dangereuse, révèle au grand public l'efficacité, le professionnalisme et l'expertise cruciale du GIGN. Une couverture médiatique sans précédent, c'est un moment décisif pour la reconnaissance et la renommée française et internationale du GIGN. 2024, autrement dit aujourd'hui, nous fêtons le 50e anniversaire de la création de cette unité d'élite. Alors, qu'est-ce qui a changé au GIGN en 50 ans ? Sûrement pas sa devise, l'engagement pour la vie, avec pour mission ultime de sauver des vies, qu'il s'agisse d'otages, de camarades blessés ou d'assaillants. La sélection reste extrêmement exigeante et sans compromis. Elle fait appel à des individus exceptionnels. Les programmes de formation et de spécialisation d'une durée de 14 mois sont restés remarquablement constants au fil des décennies. Ils permettent d'intégrer l'une des 3 forces opérationnelles, la force intervention, la force observation-recherche, la force sécurité-protection. Les candidats, plus de 200 ces 5 dernières années, sont soumis dès les premiers jours à des tests de conditions physiques, tactiques et moraux d'une rigueur sans faille. Triple épreuve de natation, marche commando, saut à l'élastique, sport de combat, escalade, tir de précision, maniement des explosifs, compréhension des schémas techniques et tactiques, pénétration dans des bâtiments, avions, bateaux, trains. La pression est colossale et constante. Elle forge des gendarmes capables de faire face aux situations les plus périlleuses. Appartenir au GIGN, c'est un rêve, un mythe, pour beaucoup inatteignable. Être sélectionné, c'est la fierté d'avoir atteint un très haut niveau de compétence, l'assurance de rejoindre une famille, une fratrie, de participer à l'héritage commun qui dépasse l'individu. En célébrant, aujourd'hui, cette année, les 50 ans du GIGN, nous rendons hommage à une unité qui symbolise l'engagement inébranlable au service de la France, une unité reconnue comme l'une des meilleures forces d'intervention au monde et un modèle respecté partout par ses pairs. Et qui a sauvé un nombre incalculable de vies. On est ravis d'accueillir Christian Proutot, notre invité, fondateur et premier commandant du GIGN. Bienvenue à vous, vous êtes l'invité de Muriel Réus. Cher Christian, bonjour. Bonjour Muriel. Alors, on vient de le voir, les Jeux Olympiques de Munich ont été un tournant dans la compréhension que la lutte contre le terrorisme et de nouvelles formes de menaces devaient être prises en charge par des unités d'élite. Très vite, après Munich, pratiquement moins d'1 an, en août 73, le commandement de la gendarmerie mobile d'Île-de-France vous demande de mettre sur pied cette unité. Pourquoi vous ? Il se trouve que j'étais instructeur dans ce qu'on appelait l'enseignement commando, qui permettait d'avoir dans les unités de maintien de l'ordre des équipes un peu plus aguerries, à la fois par rapport à la problématique de la DOT, puisque on était toujours dans un contexte de guerre froide, donc avec l'arrière-pensée possible qu'il pouvait y avoir une intervention sur notre pays, donc de pouvoir se défendre sur le terrain. Mais également, et c'était pas un détail, les escadrons étant engagés dans des maintiens de l'ordre difficiles, il fallait avoir des équipes qui soient plus aguerries, parce qu'il y avait la même chose que l'on appelle actuellement des Black Blocs, on appelait ça à l'époque des autonomes, et qui, bien évidemment, dans un contexte de maintien de l'ordre traditionnel, on n'a pas affaire à des gens sur lesquels il faut courir, les attraper, les maîtriser, neutraliser. Et le maintien de l'ordre n'avait pas prévu ça. À partir du moment où on s'est rendu compte qu'il y avait ces petites équipes, il fallait préparer des gens. Mais il y avait aussi des problèmes dans les entreprises avec... on disait pas prise d'otage, mais on retenait les chefs d'entreprise, les gens se retranchaient quand il y avait des problèmes comme il y a souvent au niveau de certains mouvements sociaux.
Et là aussi, il fallait pouvoir être capable d'intervenir. Mais également, et c'est pas un détail, les escadrons de gendarmerie mobile avaient à apporter un soutien à la gendarmerie départementale quand elle avait des problèmes qu'on appelle les forcenés, ou pour la police judiciaire, dans ce cas-là. Une chose qui était très importante à l'époque, mais maintenant il n'y a plus d'argent dans les banques, les prises d'otages dans les banques. Alors, il n'y a plus d'argent dans les banques aujourd'hui, mais à l'époque, quand vous créez cette unité, il n'y a pas beaucoup d'argent. Hein. Oui. Et d'ailleurs, vous racontez dans ce livre des anecdotes, le GIGN, pour ceux qui l'ont commandé, des anecdotes assez marrantes, notamment avec Verneuil et des équipes de Belmondo. Parce qu'en fait, vous aviez une feuille de route opérationnelle, mais vous n'aviez pas franchement les moyens. Non, j'avais surtout une feuille de mission. Hein. Donc, à partir du moment où ma hiérarchie considérait que ma feuille de mission était suffisante, il a fallu que je me batte pour avoir des moyens. Et il se trouve que, puisque vous évoquez cette anecdote assez sympathique, il faut le dire pour le groupe, c'est que les premières images qui ont tourné sur notre unité l'ont été surtout par la partie la plus spectaculaire, et nous faisions des descentes en rappel que nous avions inventées, qui ont été développées au groupe, qui ensuite se sont un peu modifiées en faisant ce qu'on appelle de la corde lisse, et vous voyez plus un film d'action sans qu'il y ait j'allais dire un commando qui glisse sur une corde, même dans les films les plus improbables. Et ça paraît très facile et ça ne l'est pas. Absolument, oui, tout à fait, comme les films de science-fiction. Ah oui. Mais ce film voulait, ou du moins ce film, Verneuil voulait que le final soit grandiose avec une descente en rappel hélicoptère. À l'époque, c'est plus possible maintenant, c'est interdit. On faisait des descentes en rappel de 120 mètres à la verticale d'un immeuble. Comme ça a été tourné à la tour Keller, vous le savez peut-être pas, mais c'est les premiers blocs de tours qui sont du côté de Beaugrenelle. Cette tour faisait 100 mètres de haut, ce qui fait qu'on a été filmé. Verneuil voulait faire quelque chose de grandiose et ça l'a été. Il avait mis 2 caméras pour filmer l'hélicoptère de la gendarmerie et on nous voit, dont votre serviteur, pardonnez-moi le manque de modestie, mais comme c'est de loin, on ne me reconnaît pas, alors je le signale, on descend sur la tour Keller à la vitesse pratiquement de la chute libre. Et Verneuil, j'ai réussi du coup à lui estorquer des armes et des cordes. Il a très bien compris la manœuvre, mais il s'est prêté volontiers au jeu parce qu'il s'était rendu compte qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. Ça serait assez invraisemblable aujourd'hui. Alors vous dites que dès le premier jour de formation des sous-officiers en novembre 73, vous avez imposé la notion de respect de la vie et que c'est ce dont vous êtes le plus fier. Oui, je crois qu'il ne faut pas que des unités comme celle-là, auxquelles on donne un pouvoir monstrueux, qui est le pouvoir de vie et de mort, parce que la décision que vous prenez à la fois, et il ne faut pas se voiler la face, l'ordre qui peut vous être donné pour obtenir le résultat de la libération des otages, peut conduire dans certains cas à devoir éliminer un obstacle humain, donc neutraliser, on dit d'une manière un peu cynique, neutraliser l'objectif qui est en face de vous, et qui surtout peut se protéger derrière un ou des otages. Et je voulais que ça soit pas perçu comme une unité qui soit l'exécuteur des hautes œuvres. Que ce sont des salopards, on va les éliminer. Je considère qu'on est dans un pays démocratique. Je considérais, du haut de mes 29 ans, avec mes certitudes que j'ai toujours, que comme on était dans un pays démocratique, notre mission, c'était, si possible, sans engager la vie des otages, de pouvoir remettre ces gens-là qui étaient passés de l'autre côté du miroir, pouvoir les remettre à la justice. Et j'ai dit à mes hommes, voilà comment nous allons travailler. Et je leur ai demandé, s'il y en a qui pensent que ce que je leur demandais trop, vous allez pouvoir sortir. Et le sous-officier le plus gradé, alors qu'il y avait un silence, j'oserais pas dire de mort, s'est levé et dit, mon lieutenant, on est avec vous. Et c'était le début de l'histoire. Formidable, vous dites, votre arme ne doit pas être le prolongement du courage. Alors, on l'a vu, c'est extrêmement difficile d'intégrer le GIGN. Qu'est-ce qui fait la différence quand on veut rejoindre cette unité ? Alors, malheureusement, on est obligé de tenir compte d'un potentiel physique parce que vous vous rendez bien compte que dans les différentes opérations qui conduisent le groupe à intervenir, ça peut être dans n'importe quelle condition, surtout météorologique. Je donne un exemple tout bête. Dans un détournement d'avion des Croates, il faisait moins 15 à Roissy. Peut-être qu'on va m'expliquer que comme la Terre se réchauffe, ça n'arrivera plus. En tous les cas, c'est arrivé. On a également fait un détournement d'avion qui avait été fait par Carlos à
à Orly, sur la terrasse d'Orly. Ils avaient tiré sur un avion d'El Al. Pareil, il faisait un froid de gueux. Mais à contrario, quand on s'est retrouvé à Djibouti en 1976, il faisait 40 à l'ombre, il n'y avait pas d'ombre. Donc là aussi, donc ces conditions physiques qui sont bien sûr pas l'essence, c'est pas une fin en soi, c'est un outil. On a besoin, dans le caractère opérationnel des hommes, la résistance. Et cette résistance, il ne faut pas qu'elle impacte tout d'un coup la qualité opérationnelle. Et la psychologie, non, j'imagine, la résistance morale. Comme vous m'avez plus posé la question... Les deux. Je viens maintenant sur l'aspect psychologique. Il est bien évident que dans un entraînement difficile, puisque c'est comme ça que ça se passe au GIGN, avec un adage qui nous est cher, entraînement difficile, opération facile. Et cet adage nous a coûté cher, il faut le reconnaître. Oui, d'ailleurs, vous m'avez dit en préparant cette conversation que vous aviez perdu des hommes à l'entraînement, et plus qu'en opération. Oui, tout à fait. En ce qui concerne l'inter, donc la partie intervention qui nous intéresse le plus dans le propos tel que vous l'avez présenté, nous avons perdu 10 hommes, dont 8 à l'entraînement, 2 en opération. Oui, mais... opération, je reprends l'adage, opération facile, si entraînement difficile. Ça serait une escroquerie de ne pas leur dire que c'est aussi difficile. C'est le bon mot. Ce serait se moquer du monde que leur dire non, vous verrez, vous avez un bel uniforme, vous avez des belles armes, vous ressemblez à des Robocop, tout le monde veut prendre des photos de vous. Non, l'image, c'est sûr que ça joue. Mais il faut leur faire réaliser que derrière l'image, il y a le combat, et que le combat, ça peut amener à la perte de la vie. Et s'ils le découvrent en opération, c'est trop tard. Alors parlons des femmes. À une époque où les questions de parité sont quotidiennes, quelle est la place et le rôle des femmes au sein du GIGN? Est-ce qu'il y a des femmes? Quelle place occupent-elles? Alors, dans la partie combattante, c'est-à-dire ceux qui ouvrent la porte, on dit dans notre jargon, c'est l'inter, il n'y a pas de femmes. Alors, l'explication, elle va sûrement paraître vaseuse, mais bon, on s'est rendu compte au niveau opérationnel dans toutes les armées du monde que le comportement en cas de perte d'un des hommes, il est différent si c'est une femme qui tombe. Je vous assure, c'est pas... Même formée? Oui, non, mais c'est pas le problème pour la femme. La femme, elle peut avoir le même niveau de compétence. C'est par rapport au binôme que représentent les opérations où on travaille souvent à deux. Un homme, si quelqu'un tombe à côté de lui, continue. Si un autre homme tombe, si c'est une femme, ça doit remonter à Cro-Magnon quand on défendait la caverne et tout le reste. Au niveau du cerveau qu'on appelle reptilien, il y a un réflexe de défense. Je suis désolé, tout le monde va, enfin les femmes en particulier vont hurler en disant que je suis encore, qu'il y a encore des gens comme moi. Mais c'est vrai. Et pour pas prendre ce risque, les femmes qui existent malgré tout au GIGN, heureusement, font de la protec. Et là, en protec, elles sont très très efficaces. Travaillent également dans la négo. Là aussi, elles sont très efficaces, et dans le renseignement également. Donc, il y a toute une structure au sein du GIGN dans lesquelles il y a la place des femmes, et quand elles veulent venir, elles y viennent. Alors, on a vu tout à l'heure que la formation, la sensibilisation, enfin l'entraînement et le recrutement n'avaient pas considérablement évolué. Mais vous, quelle est votre vision du GIGN du futur? C'est-à-dire avec toutes les nouvelles menaces qui arrivent aujourd'hui, la cyber, etc. Enfin, le monde est confronté à des mutations permanentes et constantes. Comment vous voyez le GIGN demain? Alors, le GIGN a atteint un paroxysme en effectif là, et en niveau de compétences. Ça s'est fait dans le temps, mais le terrorisme et la menace, donc, a, elle, évolué. À chaque fois, on a essayé d'anticiper. On a eu un moment de retard qu'a rattrapé le général Favier, puisque à l'époque, il commandait le GIGN dans sa nouvelle structure. C'est ce qu'on appelle les prises d'otages multiples, les POM. Et ces prises d'otages multiples, comme ce qui s'était passé à Beslan, la terrible agression qui avait eu lieu par les Tchétchènes dans une école, ou pareil, dans le théâtre à Moscou, a montré qu'il pouvait y avoir, dans le cadre des actions dites terroristes, de gens qui revendiquent ce que l'on veut, mais qui choisissent comme moyen de s'exprimer la prise d'otage, des prises d'otages dans lesquelles le nombre des otages est très très important. Et le nombre de preneurs d'otages peut être important, mais que la différence qu'il y a entre ce niveau trop important d'otages
et par rapport aux preneurs d'otages, nécessitait un mode opératoire un peu différent. Qu'est-ce qui se passe à Gaza, par exemple, aujourd'hui? Ah non, à Gaza, il y a une évolution, on est en otage fermé, là. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que vous avez raison, c'est le jargon qui est employé, c'est prise d'otage ouverte. On sait où sont les otages, et le but, c'est d'utiliser le support médiatique, qui est là pour informer tous les citoyens du monde, et comme tribune, pour faire parler de sa cause, avec bien évidemment derrière ce chantage horrible sur la vie des otages. Ça, c'est la prise d'otage ouverte. Et puis vous avez malheureusement ce qui se passe à Gaza, la prise d'otage fermée, où là, les otages, on ne sait pas où ils sont, et quelle que soit l'opération qu'on peut mener, c'est à tâtons, et au pire, tout ce qu'on peut risquer d'obtenir, c'est qu'à un moment, il y a ce qu'on appelle un retour offensif, une sorte de vengeance immédiate sur les otages, parce que l'opération a échoué. Alors, le problème des prises d'otages qui sont fermées, dans ce jargon, il a toujours existé, mais il se renouvelle régulièrement. Et pour répondre à votre question sur l'évolution de la lutte contre le terrorisme, on est malheureusement dans une phase où justement, ce qui pouvait paraître à un moment, à travers l'événement, une tribune, ne l'est plus. Maintenant, c'est la violence pour la violence. On arrive au bout de cette conversation, hein, ça va toujours trop vite. Un mot pour les gendarmes qui veulent rejoindre le GIGN aujourd'hui, vous leur diriez quoi ? Il faut y aller parce que la plus belle chose qu'on puisse faire dans nos métiers quand on a un uniforme, c'est de sauver des gens. Merci Christian. Merci Christian Proutot. Je rappelle que vous êtes le fondateur et le premier commandant du GIGN. Je rappelle aussi la référence de cet ouvrage que vous co-signez avec Pierre-Marie Giraud et tous les autres commandants du GIGN. Le GIGN par ceux qui l'ont commandé. C'est publié aux éditions Mareuil. Merci à vous Muriel. On vous retrouve dimanche prochain. À dimanche Marie. Merci. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.